Deuxième partie de notre émission consacrée à la réflexion que doit avoir aujourd'hui le continent. À un moment, le continent africain, à un moment où les pays européens sont en train de manifester une forme de repli identitaire avec la montée des extrêmes droites, des partis populistes. Mes trois invités sont toujours avec moi et je vous en remercie. Professeur, commençons cette partie par un chiffre ou des chiffres. Ils sont publiés par la Tribune Afrique en novembre 2023 et ça traduit un paradoxe qui peut indigner. Le PIB de l'Afrique subsaharienne va doubler entre 2022 et 2040 pour atteindre 4 500 milliards de dollars. Il est aujourd'hui de 2 000 milliards de dollars. Les économies africaines sont aujourd'hui les plus dynamiques du continent, notamment les économies de l'Afrique de l'Est qui vont connaître une augmentation du PIB de 193% d'ici 2040. Professeur Agbou, nous avons évoqué un certain nombre de malentendus entre l'Afrique et le reste du monde dans la première partie de notre émission. Quand on voit l'immense capacité, l'immense potentialité du continent en termes de ressources naturelles et qu'on voit la pauvreté qui y règne, est-ce que là aussi, ça ne vient pas d'un autre malentendu qui est celui que on nous a dit que nous sommes en retard et on ne nous a jamais dit par rapport à quoi? Nous sommes en retard, vous avez un retard rattrapé et nous sommes la référence. C'est nous que vous devez rattraper. Et comme on n'a pas bien défini les modalités, nous sommes aujourd'hui, 60 ans après les indépendances, à courir encore après des gens qui ont adopté un modèle qui a échoué. Comment on règle d'abord la question, je reviens d'abord sur la question du drame migratoire avant la question de la réponse politique avant la réponse économique. Pourquoi, professeur, comment voyez-vous le fait que depuis des années, il n'y a jamais eu un sommet africain sur le drame migratoire qui fait noyer des Africains dans la Méditerranée ou qui fait mourir des Africains dans le désert? Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous, là maintenant? Ce n'est plus une histoire de dans 5 ans, dans 10 ans. Au moment où nous sommes en train de faire cette émission, nos frères et sœurs sont en train de mourir dans la Méditerranée. Il y en a qui sont en train de périr dans le désert. Comment se fait-il qu'il n'y a jamais eu un sommet africain sur la migration pour arrêter ce drame? Qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant, tout de suite, professeur? Bien, merci. Le problème qui est posé aujourd'hui, oui, c'est l'état de conscience des dirigeants africains. Je m'explique. Il faut le sens de l'honneur et de la dignité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour développer un pays? Il faut les ressources qu'on appelle les matières premières. L'Afrique a toutes ses matières premières. Il faut une main-d'œuvre qualifiée. Cette main-d'œuvre est pléthorique en Afrique. Le territoire, quand on prend même l'Afrique, quand on prend en termes de superficie, l'Afrique peut absorber la Chine, peut absorber les États-Unis, etc. 30 millions de kilomètres carrés. Voilà, 30 millions de kilomètres carrés. Qu'est-ce qu'il faut? Au lieu de chercher les solutions à l'extérieur, il faut que les dirigeants africains et les dirigeants du continent africain acceptent, je dis bien acceptent, le sens de l'honneur et de la dignité et dire qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir développer nos pays. Et garder les jeunes à la maison. Et non pas attendre que le développement vienne de l'extérieur. C'est cette question essentielle qu'il faut poser. Donc, la réponse à cette question, elle existe. Peut-être que nous aurons le temps d'en parler. Mais à l'échelle planétaire, dans tous les pays dits développés, il y a une solution et une seule. Que les Africains ne veulent pas comprendre et mettre en application. C'est l'industrialisation, c'est-à-dire transformer toutes les matières premières, qu'elles soient agricoles,
minières, minérales et énergétiques. Ça, vous le dites pour les toujours. transformer C'est important. en Afrique même en des produits finis, lesquels produits finis génèrent de la richesse, lesquelles richesses éliminent la pauvreté. Si les dirigeants africains font ça, tout naturellement, aucun Africain n'aura même le courage De partir. d'aller se rendre ridicule pour aller mourir dans les océans, dans le désert africain, se faire esclaves volontaires. C'est parce qu'ils sont désespérés, ces jeunes-là, Oui. qu'ils vont de façon stoïque se livrer à la mort. Donc les premiers responsables aujourd'hui de tout ça, ce sont les dirigeants africains qui acceptent d'ouvrir les veines de leur pays à l'ennemi sempiternel. J'insiste sur le mot sempiternel, parce que l'ennemi n'a jamais changé. Lui, C'est c'est ce ça, que monsieur. le jeune frère, Moi, de parler de lui, colonisation n'a jamais permanente. changé. Il change de stratégie. C'est ça. Aujourd'hui, il y a une lueur d'espoir qui naît avec les États du Sahel, qu'on appelle l'AES, Alliance des États du Sahel. Comme toujours, ils voulaient procéder à la violence pour annexer le Niger. Et comme par enchantement, le Mali et le Burkina ont dit, si vous attaquez le Niger, vous nous attaquez, donc nous rentrons immédiatement en guerre. Pourquoi la guerre n'a pas eu lieu? C'est parce que l'État, enfin, la France, pour ne pas masquer son nom, et derrière la France, donc l'OTAN, ont compris que s'ils attaquent effectivement le Niger et que le Mali et le Burkina Faso rentrent en guerre, derrière il y a qui? Il y a la Russie. Et par la suite, au nom de la solidarité, il y aura la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, etc. En un mot, c'est le début de la 3e guerre mondiale. Donc, ils ont temporisé. Je dis bien temporisé, je n'ai pas dit qu'ils ont renoncé. Parce que ici et maintenant où nous parlons, ils sont en train d'avoir une stratégie dans d'autres pays africains, comme la Côte d'Ivoire, qu'ils sont en train de transformer en une base arrière pour attaquer le Burkina et par la suite le Mali et du Niger, etc. En un mot, ils veulent démanteler le Sahel. Ça veut dire quoi? La solution, elle est visible, s'impose d'elle-même. Tous ceux qui prennent actuellement le pouvoir d'État, que ce soit au Tchad, que ce soit au Gabon, que ce soit un peu partout, et tout récemment, je dirais même au Sénégal, puisque nous avons un problème d'insécurité à travers ce qu'ils appellent les rebelles ou bien, comme on appelle, les terroristes, parce que ça sont des stratégies mises en place. Il faut sécuriser le pays. Et pour sécuriser immédiatement le pays, car c'est une occasion unique qui nous est donnée, c'est de rentrer immédiatement dans l'AES. Ne serait-ce qu'à défaut d'une fédération, je dis bien à défaut d'une fédération, faire une confédération militaire pour dire, eh bien, nous passons des accords de confédération militaire avec l'AES. Ça veut dire quoi? Quiconque s'attaque à l'un d'entre nous, il a affaire à nous tous. Et derrière nous tous, il y a la Russie, la Corée du Nord, la Chine et tout le reste. Parce que c'est ça qu'on appelle le nouvel ordre. Dans le cadre d'un partenariat équilibré, bien entendu. Oui, mais les mots équilibrés, tout ça, pour moi, ce sont des... Parce que les Africains, ils aiment les nouveaux mots. Oui. Et partenariat équilibré, oui, et Paris gagnant-gagnant, oui. Et il faut nous respecter. Pour ne pas quitter le lot et se jeter aussi dans la gueule de l'Union aussi. Tout ça, professeur. Tout ça, c'est compliqué. Ici, nous sommes en train de regarder, mais avec sérieux. Je prends le cas du Sénégal, avec les Ousmane Sonko, Bassirou Souma et Faye, tout ça. On les regarde, on pose la question à ces jeunes dirigeants, à ces nouveaux dirigeants du Sénégal. Est-ce que oui ou non vous rentrez dans l'AES? Quelle est la réponse? Il dit que ce n'est pas à l'ordre du jour. Ouais. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais pourquoi ce n'est pas à l'ordre du jour? Ils s'en ont fait la cour à l'ennemi sempiternel.
Donc, je voudrais profiter de cette occasion pour dire aux uns et aux autres, quiconque, à l'instant où je vous parle, quiconque s'amuse à trahir les intérêts vitaux de l'Afrique, d'une manière ou d'une autre, ces gens-là seront balayés. Il faut que dès maintenant, ils retiennent ça. Parce que les nouveaux Africains ont compris que leur salut n'est pas à l'extérieur. J'insiste. L'avenir de l'humanité se trouve en Afrique. Parce que c'est pour ça qu'on fait cette émission. Toutes les richesses. Ces richesses ne demandent pas autre chose que d'être transformées et profiter au reste de l'humanité. On nous a parlé des valeurs que draine, comme on appelle, l'Occident ou bien, etc. Exemple, on prend le problème de la démocratie. C'était, pour les Africains, c'était vraiment la valeur. Mais on se rend compte avec le temps que ce n'est qu'un leurre. Pourquoi? Parce que ces pays occidentaux ont des relations solides avec les monarchies arabes, qui sont très riches. Ça ne dérangeait personne. Aujourd'hui, à défaut d'être bien encadrés, ces jeunes Africains sont presque perdus. Ils s'en vont voir l'ordre moral, ils s'en vont épouser l'ordre moral de ces Occidentaux. Quand je dis l'ordre moral et culturel, parce que le blanc, ou bien pour parler en termes scientifiques, le leucoderme, il est homosexuel, l'Africain va être homosexuel. Non, bon, enfin, mais non, on n'a pas de jugement de valeur à porter sur eux. L'éducation. Absolument. Il faut une éducation solide, parce que c'est l'Afrique qui est la matrice de l'humanité. Lorsqu'on dit, si on veut se référer à des versets bibliques, etc., que Dieu a créé Adam et Ève, pourquoi Dieu n'a pas créé Adam et Jean, c'est-à-dire 2 hommes? Pourquoi il n'a pas créé 2 femmes? Le message est clair, professeur. Donc nous sommes en train de dire, aujourd'hui où nous parlons, au moment où on parle du changement des sexes, les transgenres, tout ça, ça c'est la perdition. Nous qui sommes responsables de l'humanité, nous les Africains, nous avons un devoir. On va faire attention pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Nous vivons en France, il y a la loi sur... Bon, d'accord, si vous voulez, on peut excusez-moi. Ça, mais nous parlons de façon sérieuse aux Africains pour dire l'avenir de toute l'humanité se repose dans les mains des Africains. Donc les Africains n'ont pas le droit... Et dans l'unité des Africains. C'est ce à quoi vous appelez. Mais comment y parvenir? Ça, c'est une solution. Mais ce que je suis en train de dire aux Africains, que toute l'humanité repose, l'espoir de toute l'humanité repose sur les Africains. Donc les Africains n'ont pas le droit de se perdre dans des valeurs qui leur sont étrangères et étranges. Merci, professeur. Voilà. Merci, professeur. On va poursuivre la réflexion très rapidement avec, bien entendu, les éléments de réponse assez pertinents que le professeur a apportés. Thierry Moellet 2, Le souffle des saisons, un recueil de poèmes très bien écrit. Page 78, vous dites ceci dans le choix. Le choix, vous dites, 2 choix s'offrent à nous. Créateur, 2 choix s'offrent à nous. Je vous lis. Créateur des œuvres de l'esprit, porteur d'un loup et exaltant passé historique, travailler pour l'ivresse et la gloire du présent, jouir des merveilles hypnotiques d'un monde qui traîne dans son sillage des lustres, ou alors donner de la graine à planter dans le champ de la conscience, de l'entreprise et de l'amour des défis, graines que nos descendants récolteront en toute liberté, en toute fierté, irréversiblement grands d'eux-mêmes. Les prémices existent aujourd'hui, le socle existe. Oui. Ce que vous venez de dire, en fait, reprend l'idée développée tout à l'heure par le professeur. Mais il faut restructurer les choses. L'avenir de toute nation se base sur la qualité de l'éducation, la qualité de la transmission, la qualité de la vision du monde. Si on est des États par procuration, si on est des nations hybrides qui ont perdu le sens de la vision qui leur est propre, endogène, c'est ça,
comment peut-on se projeter dans l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut donner aux enfants? Moi, j'ai des enfants et tout ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je vais leur laisser comme héritage, comme outil de compréhension du monde. Vous allez voir un autre poème qui est dans ce recueil, qui s'appelle « Les 7 torches de la vie ». Absolument, je l'ai lu. Et les 7 torches de la vie, je l'ai extrait du substrat culturel Sawa, du Cameroun auquel j'appartiens. Les mêmes Sawa se retrouvent au Sénégal, au Kenya, en Ouganda, au Zaïre, Congo, ce qu'on appelle Sawa aujourd'hui tout simplement le Muntu, l'homme. Donc tous ces éléments, pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'on peut faire toutes les guerres du monde. On peut se braquer contre le repli identitaire européen. Les Européens qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Oui, ils ont le droit. Ce n'est pas pour nous de réagir à ce qu'ils pensent de nous, mais d'être nous-mêmes et de former la jeune génération à la captation et à la transformation des énergies et du potentiel que nous avons sur notre terre. Mais pour ça, il faut qu'on soit souverain. C'est pour cela que l'exemple de l'AES pris tout à l'heure parle. Pour pouvoir penser en toute liberté, il faut que j'ai des conditions d'homme libre. Mais lorsqu'on est dans une colonisation permanente, vous pensez selon la volonté et la circonférence dans laquelle on vous a cantonné. Donc vous ne pouvez pas sortir de là. Il faut donc couper le cercle et ouvrir, arriver à appelons ça quoi, une platitude du terrain qui permette de se poser et de voir loin. Mais lorsque vous êtes dans un cercle entouré des arbres, vous n'avez pas de vue sur le ciel, vous n'avez pas de vue en plongée, vous n'avez pas de vue en horizontale. C'est très intéressant. Vous êtes perdu. C'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Et ça rappelle celui qui disait donc lorsqu'on s'assoit au fond d'un puits pour contempler le ciel, on le verra petit. Petit. Donc il faut sortir de nos puits. C'est une question de perspective. Il faut sortir des puits et contempler la grandeur du ciel. Éducation dit Éducation dit le professeur, ça suppose des valeurs reçues, des valeurs intégrées et des valeurs à transmettre aux enfants. Oui. Et ça m'amène à vous, maître Momnogui, à poser la question parce que c'est toujours désolant de constater que nous avons eu et que nous avons encore sur le continent des leaders qui signent n'importe quoi comme contrat avec le monde extérieur sans tenir compte de l'intérêt, des intérêts de leur propre. Je prends un exemple, je m'excuse si que le président, l'ancien président Macky Sall ne m'en veuille pas. Quand vous prenez les accords de pêche, par exemple entre le Sénégal et l'Union européenne, accord de pêche que le président Djahafay veut aujourd'hui réviser, mais on peut aussi parler des accords de pêche avec le Libéria, où pour 3 millions d'euros par an, vous laissez de gros chalutiers, de grands navires de pêche pirater vos eaux, et qui fait que les pêcheurs artisanaux n'ont plus de poissons, sauf à aller en mer profonde, c'est pourquoi ils ne sont pas équipés. Alors, on peut se poser la question, comment arrive-t-il que des gens signent des accords pareils? Qu'est-ce qui fait justement que nous prenons parfois des engagements sans tenir compte des intérêts intrinsèques de nos propres peuples? Et ça, ce n'est qu'un exemple. Parmi tant d'autres, l'exemple du Sénégal avec les accords de pêche que les actuelles autorités veulent réviser, par exemple. Mais ma question n'est pas adressée contre qui que ce soit. C'est une question existentielle. Pourquoi nos intellectuels, nos élites en arrivent à compromettre comme ça le bien-être de leur propre peuple à travers des accords asymétriques? Comment on l'explique? Tout d'abord, la question, elle est très grave. La question des flux migratoires, c'est, en tant qu'avocat, j'ai eu l'occasion d'expérimenter la réalité de cette situation que beaucoup ne voient qu'à distance. C'est ça. Lorsque vous avez des mamans qui voyagent avec des enfants en bas âge, oui, qui décèdent dans la Méditerranée, qui les voient mourir, lorsque vous avez des hommes ou des femmes qui se font violer dans le désert pour pouvoir avoir le droit de passage, oui, lorsque vous avez des individus qui ne peuvent même plus se laver sous une douche, parce qu'ayant vécu la submersion et la noyade dans l'eau, ils sont traumatisés. Plus jamais. Ils sont traumatisés. Quand vous avez des individus complètement détruits de l'intérieur, qui n'ont que des sourires de façade, parce qu'ils sont enfin arrivés au paradis rêvé qui n'existe pas en réalité,
Ce sont des situations très graves qu'il faut prendre avec du sérieux et qui nécessitent un peu de temps. Donc j'espère que j'aurai au moins 5 minutes pour développer ce que j'ai à dire. 5 minutes peut-être pas, mais essayez. Ce que je veux indiquer, c'est qu'il y a de la pauvreté partout sur Terre depuis la nuit des temps. Mais le noir africain est le seul qui, décidément, ne trouve son paradis qu'en venant en Occident. Il faut que nous ayons un constat froid là-dessus. Il y a des noirs en Inde, il y a des pauvres en Inde, il y a des pauvres dans le monde. Vous ne verrez jamais un Asiatique emprunter les mêmes chemins que nous, sans qu'il y ait forcément une guerre, pour venir en terre étrangère. Premier constat. Deuxième constat, ce ne sont pas forcément que les désespérés qui migrent. Non. Il faut savoir que dans cette immigration illégale, il y a des gens qui ont des bonnes situations en Afrique, qui revendent des entreprises, qui abandonnent des emplois de fonctionnaires et de hauts cadres, qui abandonnent des situations stables, juste pour pouvoir venir vivre qui ont le master en Occident. Ça revient à la question du moi intérieur. Quelle vision avons-nous de nous-mêmes? Si lorsque nous regardons l'Afrique, nous la voyons simplement comme un mouroir et jamais comme une terre d'espérance. C'est le problème fondamental. C'est cette vision-là. Tout le reste n'est que façade. L'on parle maintenant des questions des signatures des accords. Oui, parce que le professeur l'a dit, ce que vous dites, oui. On ne va pas culpabiliser à 100% ceux qui partent. Ils partent parce qu'il n'y a pas d'espoir. J'indique ceci. Il y a des gens qui ont des situations stables. Je me répète, quitte à ce que je ne sois pas d'accord avec. Oui, il y en a on est d'accord avec. J'en connais personnellement, y compris dans nos propres familles. Bien sûr. Y compris dans nos connaissances. Des gens qui sont prospères en Afrique et qui bazardent de tout pour venir vivre en Europe. C'est vrai. Nous avons un problème que nous devons accepter. Totalement, on est d'accord. Et nous ne pouvons pas reprocher aux autres de ne pas nous respecter. Comment pouvez-vous respecter un peuple qui accepte de quitter sa terre-mère pour pouvoir périr dans la mer, alors même que ses ancêtres se jetaient à la mer pour éviter d'être embarqués comme esclaves? Est-ce que vous imaginez le retournement et la violence de ce que cela représente? On ne peut pas demander aux autres de nous respecter si nous continuons à nous comporter de la sorte. Tout à fait. Et nous devons avoir cette conscience. Je suis ravi d'être sur ce panel pour le dire haut et fort. C'est une voix qu'on n'entend pas assez. On dit simplement sauvons les Africains quand ils arrivent. Pourquoi ils arrivent? C'est parce qu'ils sont pauvres. Les dirigeants travaillent très mal, donnons les opportunités. Mais je dis encore, il y en a qui ont des opportunités, qui les abandonnent pour venir ici. On est d'accord. Parce que c'est ce miroir. Le miroir de l'Occident est tellement fort chez nous qu'on est persuadé que l'Afrique n'est qu'un miroir. Maintenant, sur la question que vous avez posée, la signature des accords. Moi, je suis pragmatique. Étant avocat, je suis également un avocat d'affaires, de droit des investissements, dont je ne peux pas, non pas, dire qu'on aura un développement endogamique. C'est impossible. Il faut accepter également que la réalité africaine aujourd'hui, c'est que la plupart des emplois sont procréés par les multinationales étrangères. Donc, lorsque vous signez un contrat, vous avez la question de votre intérêt, mais vous avez aussi la puissance financière qui est une question importante. Un dirigeant, qu'est-ce qu'il veut? C'est qu'il y ait le plus d'emplois possible. Il y a plein d'entreprises qui, effectivement, peut-être ne payent pas assez d'impôts en Afrique parce que ce sont des multinationales, mais on est obligé de travailler avec elles parce qu'elles procurent tellement d'embauches que si vous décidez de les mettre à l'amende fiscale, par exemple, ben, ils vont simplement quitter. Donc, ces réalités font que des fois, de l'extérieur, on a l'impression que le dirigeant aurait pu faire autrement. Il n'aurait peut-être pas dû signer ce contrat parce qu'effectivement, un contrat de pêche prive les Sénégalais d'aller prendre... C'est pas négligeable comme conséquence. Non, je veux dire ceci. L'autre conséquence, je vais y revenir. La réalité est que l'exercice du pouvoir nous met en face des difficultés qui sont très éloignées de ce que nous pensons quand nous ne sommes pas la réalité du pouvoir. La nécessité d'avoir un peuple qui est embauché. Je vous le conseille. La nécessité d'avoir un peuple salarié. La nécessité parfois de payer des dettes et tout cela. Et ça, je reviens à la question de l'industrialisation aussi. Oui, industrialisons l'Afrique, mais n'oublions pas les conséquences. Les conséquences environnementales, les conséquences socio-culturelles et religieuses, spirituelles. Lorsqu'on détruit toutes les forêts et tous les bois, on ne peut plus faire les rites coutumiers. Il y a aussi le prix à payer au développement économique. Permettez qu'on marque une coup de pause, qu'on revienne et que vous développiez les points récents. On marque une coup de pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. Tout de suite. Les ressources naturelles sont toujours restées le moteur des grandes économies émergentes. Bienvenue en RDC, un pays doté de riches gisements de cuivre, de cobalt, d'étain, de tantale, d'or, de diamants, de lithium, de nickel et de plusieurs terres rares au monde. Nos ressources naturelles sont au cœur des objectifs de développement durable et sont indispensables dans la transition énergétique qui doit permettre à la planète de basculer vers l'énergie propre. Alors que le monde en profite, nos populations devraient également en profiter pour un avenir meilleur et prospère. La collaboration et la coopération pour le développement et la croissance
mutuelles sont la voie à suivre pour fournir des infrastructures de base et élever le statut socio-économique de notre peuple. La RDC accueille les investissements du monde entier. L'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et ses partenaires privés, l'APCSC en sigle, est un instrument très stratégique. C'est en fait le bras ouvrier pour le développement intégré de notre pays. Les gestionnaires des ressources naturelles font leur travail d'une part, et les gestionnaires des infrastructures présentent des états de besoin de l'autre part. Maintenant, il faut un trait d'union qui connecte le besoin au potentiel. C'est ça la PCSC. Fidèle à la vision chère au chef de l'État, celle de développer la RDC en lui dotant des infrastructures de base grâce à ses ressources naturelles, notre détermination, c'est de voir un Congo industrialisé, un Congo développé, un Congo où on peut se déplacer, un Congo où on peut imaginer l'inimaginable. Donc, si vous envisagez un investissement important pour des perspectives mutuellement bénéfiques, contactez-nous. APCSC souhaite la bienvenue au monde en RDC et à son tour fait du monde de la RDC une économie florissante, prospère et inclusive.